Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler des carnets de Daniel Flegg. Le journal commence le 22 janvier 1935, alors que Daniel Flegg a 22 ans. Daniel se trouve à Montsalut, une sorte d'hôpital rattaché à une faculté, située à Cran-sur-Dionne. Il y a 13 jours, il a tenté de se supprimer, las d'une vie d'inutile, de débile, à laquelle il adhérait de moins en moins. Il avait déjà vécu plusieurs épisodes dépressifs. Daniel a pris du Véronal, est tombé dans le coma et a été sauvé. Il décide de commencer à raconter sa vie sur un journal intime que lui a donné sa mère il y a quelques années. Daniel se sent loin des autres malades. Il a l'impression qu'il y a un gouffre entre eux et lui, comme il en ressentait un à Paris entre lui et les gens sains. Selon Daniel, ce sont les névrosés, les épuisés qui possèdent le plus de volonté, car la source de leur maladie provient d'un manque d'équilibre entre la résistance physique et le dynamisme moral. Il lit les souvenirs de Trotsky. Il s'ennuie à Montsalut. S'il se sent anormal parmi les êtres sains, il possède un sentiment de force et d'équilibre parmi les malades. Il juge que son état psychique actuel est dû à des personnes mal informées, qui depuis qu'il a 12 ans, répètent qu'il a de l'étoffe, ce qui l'a poussé à jouer un personnage qu'il n'est pas. Il pense que sans ces compliments immérités, il aurait pu se faire une humble place, à force de travail. Il répond à une lettre de sa mère dans laquelle il écrit qu'il aurait aimé partir en train la rejoindre, mais qu'il ne l'a finalement pas fait. Il souffre d'insomnie et se réveille tôt le matin. Daniel se demande quelquefois à quoi bon continuer son carnet, l'arrête, puis le continue plusieurs jours plus tard. Il lit divers livres parmi lesquels Les Claudines, Dominique, Le journal d'une femme de chambre, Le procès, La vie de Tolstoï, Hamlet, Les chauvinades du punch. Le jeune homme apprend qu'il est dispensé du devoir militaire proche, c'est-à-dire celui d'avril. Il écrit à son père que la faculté propose de le relâcher fin mars. Il aimerait ne pas retourner de suite à Paris, mais aller en Angleterre, afin de reprendre son apprentissage d'éditeur à la Nouvelle Revue Française. Il s'en va une journée en auto avec une princesse pour Villars-sur-Olon. Il se demande pourquoi les gens sont aimables avec lui alors que lui ne fait rien de particulier pour cela. Daniel parle des événements de son époque. Il dit qu'il aurait pu faire un bon juif, mais ne l'a pas pu à cause de son absence de foi. Si certains pensent à former un couple France-Allemagne, Daniel pense qu'il faut maintenir tout ce qui fait la France, même si cela doit passer un temps par une dictature éclairée. Les Juifs allemands ont déferlé en France à cause de H et se seraient mal comportés, mais ce n'est pas pour autant que Daniel transforme son antisémitisme en antisémitisme, éprouvant une pitié pour ces gens qui pourtant ne lui sont rien. Bien qu'il soit juif, il dit préférer la France. Le jeune homme passe quelquefois des bonnes nuits. Il se résigne à rester ici jusqu'à fin mars, mais fait dans sa tête des projets d'escapade. Il lit Contrepoint, Don Quichotte et la Divine Comédie. Il s'ennuie, ce que les autres voient positivement, alors que Daniel craint l'accoutumance à cette vie peu dynamique. Il se plaint des pratiques des psychiatres qui sont peu clairvoyants et tiennent à leurs idées lunaires. Il reçoit la visite de son frère Maurice, homme dont Daniel reconnaît des qualités. Le docteur-chef préconise après sa sortie 1 mois de travaux campagnards, puis Londres durant 2 mois, puis un retour à Paris. Daniel pense à partir pour la Palestine. Daniel a pensé à écrire une nouvelle ou un roman à Montsalut, mais il se rétracte parce qu'il ne veut pas commencer par la médiocrité. Il se pose des questions sur ce qu'il fera de son avenir. Les lettres, le tricot, le sacerdoce. Il pense que la dépression ne peut plus revenir sous sa forme primitive. Il reçoit des visites. Daniel lit les pages choisies de Machiavel, Le temps du mépris de Malraux et Le prince de Machiavel. Le 14 mars, le jeune homme entame sa 23e année de sa peu brillante existence. Il regrette qu'on l'ait sauvé lors de sa tentative du 15 janvier. Il se rappelle qu'à l'âge de 15 ans, il a ressenti une sensation profonde de chagrin. Daniel a connu différentes phases depuis. Les médecins donnent différentes explications à sa maladie psychique, mais au fond ils ne sont pas plus avancés que leurs patients. Dès 1930, son état l'a empêché de poursuivre ses études et d'obtenir le diplôme fondamental qui doit correspondre au baccalauréat. Il songe à se raccrocher à l'existence, car il pense qu'après la mort, se trouve une grande déception. La date de son départ se rapproche. Alors qu'il a tant de fois souhaité et imaginé ce départ, il angoisse à propos de la vie à l'extérieur. Il repense à écrire une nouvelle pour une revue qui consisterait en un journaliste décrivant une clinique et ses malades. Il fait des sorties à l'extérieur et rencontre une femme prénommée Rodot, dont le vrai prénom lui est inconnu. En parallèle, se déroule la montée en force de Mussolini. Daniel raconte à Rodot l'histoire selon laquelle quand il était enfant, il a fait la rencontre d'une petite fille au Luxembourg, qui lui rappelle Rodot, à qui il a voulu donner son bateau nommé l'Étoile du Nord, mais qu'il a refusé et est parti.
Il ne l'a plus jamais retrouvée et l'a cherchée pendant longtemps, et la cherche encore. Après qu'il ait donné tous les détails, Rodo dit que c'était elle et elle s'enfuit. Daniel reprend du poids et a meilleure mine. Le 30 mars, il est sur le point de partir. Fin mars 1935, Daniel est de nouveau parmi les siens à Paris. En avril, il se trouve à Londres. Il rencontre la maison d'édition et Victor Gollancz. Il nous décrit la ville qu'il parcourt. Durant 4 jours, il reçoit la visite de son amoureuse. Cependant, quelques jours plus tard, il se rend compte qu'il n'aime pas Rodo. Daniel n'avance pas professionnellement, il n'est finalement à Londres que pour sa santé et changer de vie. Il se rend compte que l'Angleterre est en train de gonfler son armée, alors que la France ne se prépare pas. De plus, une nouvelle faillite guette la France, alors que le trésor était plein, sous Poincaré. 2 mois s'écoulent. Fin mai, Daniel revient à Paris. En juin, il a une jambe plâtrée, ce qui l'empêche d'agir comme il le souhaite. Il a roulé sous un train à la gare de Rouen. Il lui faudra plusieurs mois avant de retrouver son état normal. En juin 1936, Daniel embarque sur un navire nommé le Wyoming, direction la Californie. Depuis son accident, il n'a rien fait de concret et le temps est passé. Durant la traversée, il ressent un sentiment de tranquillité. Les autres voyageurs lui font un portrait positif de la Californie. Il a voulu partir d'abord pour provoquer un changement, mais aussi pour soulager sa famille de sa présence. Beaucoup de souvenirs remontent à la surface. Il qualifie son activité cérébrale d'insensée et souhaite transcrire ses pensées afin qu'il prenne l'habitude d'écrire, même en cas de crise. Durant le trajet, il sent en lui un sentiment de quiétude. Daniel aspire à avoir une vie plus active et remplace ses beaux programmes par des projets réalistes. Il nous décrit la vie et les événements à bord et ses conversations avec les voyageurs et travailleurs du bateau. Il reçoit le baptême des tropiques, c'est-à-dire qu'on le lance dans la piscine après lui avoir enfariné le visage et mis du cirage aux pieds. Le bateau fait une escale à Curaçao. Il en profite pour poster son courrier et visiter l'île. Même s'il connaît des moments de bien-être, il connaît aussi des moments de crise qu'il appelle breakdown. Après son étape de Curaçao, il connaît une chute de son humeur. Le 2 juillet, il écrit que le lendemain, il arrivera à Los Angeles où l'attendent les Ménouines. La traversée aura duré 4 semaines. Le 1er août 1936, cela fait 4 semaines que Daniel vit avec les Ménouines installés à Los Gatos. Son nouveau train de vie lui a fait reprendre du poids. Il a visité plusieurs endroits de la région. Il travaille à la construction d'une piscine, contre un peu d'argent. Le jeune homme participe à une représentation de Cyrano de Bergerac. Il parle de Yehudi qui est un des enfants de la famille, un artiste adolescent, prodige du violon, qui prend son don pour quelque chose de naturel. Daniel gagne son premier chèque qui est de $7. Il balance entre fierté et comparaison avec les autres. Il parle du chien de la famille nommé Aloupka et des 2 chats. Le couple Ménouine a 3 enfants, Yehudi, Efziba et Yalta. Daniel se sent parfois en dépression, mais il pense avoir les ressources suffisantes pour la combattre. Se déroulent des menaces de représailles allemandes. Selon la situation géopolitique en Europe, il y a des chances pour que Daniel retourne rapidement en France. Madame Ménouine le pousse à rester, afin de préserver la classe intellectuelle. Une fois la piscine finie, Daniel se met à la menuiserie. Il reçoit une lettre de Rodo. Après avoir connu un apogée, il reconnaît que l'amour n'y était plus. Il continue à prendre du poids. Son état mental et physique ne cesse de s'améliorer. Il écrit son premier article qui a pour titre « Que veut l'Amérique ?» Le 1er septembre, il pense à se mettre sérieusement au travail. Il écoute les 3 enfants faire de la musique et chanter. Il tombe malade à cause du chêne empoisonné. Daniel se rend compte que le début du roman qu'il est en train d'écrire n'est pas bon. Il songe à abandonner une carrière littéraire pour une profession normale. Une chèvre, nommée Féodosia, est amenée au domicile. Il s'entraîne à plonger dans la piscine. Les temps modernes, envoyé par Charlie Chaplin, va être projeté au foyer. Le père n'a pas beaucoup apprécié l'article que lui a envoyé son fils. Dans un journal, le président du conseil déclare qu'il ne considère pas la guerre comme possible. Daniel se rend compte qu'il doit son regain de santé et de morale aux Ménouines et en particulier à Madame Ménouine. Dans une lettre qu'il adresse à sa mère, il avoue que son séjour en Amérique lui a permis d'être en meilleures conditions physiques, mais que ce n'est pas une part de salut. Il faudrait que ces bonnes choses soient en parallèle à une existence normale et saine, et non exister en tant que telle. Il se rend compte que son existence auprès des Ménouines ne peut pas lui convenir sur le long terme.
Daniel se déclare être un être moyen, un esprit médiocre. Il reçoit les épreuves du prochain livre de son père. Il pense que les Ménouïnes cherchent à le marier, alors qu'il souhaite garder sa liberté pour les années à venir. À la radio, on entend les discours pour la campagne électorale de Lyndon et du président Roosevelt. Daniel apprend par courrier la mort de sa grand-mère, qu'il a vue pour la dernière fois la veille de son départ. Même aux États-Unis, il pense encore à la France et à l'Europe. Il fait des cauchemars, dont un dans lequel il était retombé dans une mauvaise phase. Dont un durant lequel, pendant sa traversée sur le Wyoming, il s'affaiblit de plus en plus. Dont un dans lequel Rodo ne souhaite plus le revoir, avant qu'un rapprochement se produise. Il attend une lettre de Rodo. Roosevelt est réélu, au grand bonheur des Ménouïnes. La famille ne fera sa tournée d'Europe qu'en septembre 1937, ce qui signifie que Daniel repartira pour la France sûrement seul et avant cette date. Il apprend la mort du docteur Mallet, homme qui a tenté de le guider durant ses phases dépressives. Après une indisposition violente de Madame Ménouïne, Daniel formule le souhait de partir. Le mardi 17 novembre, il s'apprête à commencer son voyage. Le 18 novembre, Daniel voyage en train. Il a fait ses adieux dans la journée même à la famille Ménouïne. Le train va de l'ouest vers l'est et parvient jusqu'à New York. Le 26 novembre 1936, Daniel se trouve sur le Normandie et va débarquer, dans les jours qui suivent, en France. Il nous décrit les quelques jours qu'il a passés à New York. Il se demande s'il n'aurait pas dû se laisser marier par les Ménouïnes, puisque cette famille semble lui porter bonheur et a réussi à le mettre en bonne condition physique et cérébrale. Il souhaite reprendre la vie en France comme si elle continuait et veut pouvoir faire quelque chose comme tout le monde. Le 30 novembre, il s'approche des côtes anglaises. Le 19 décembre 1936, cela fait 3 semaines qu'il est de retour à Paris. Le lendemain, il va commencer un travail auprès de la MMM. Il renoue peu à peu avec ses amis et sa vie d'autrefois. Le 30 décembre, il touche sa première paie. En janvier et pour 15 jours, il devra diriger 35 femmes, des petites employées dont l'activité est bien médiocrement intellectuelle. Il passe un week-end à la campagne pour échapper à l'étouffement et au brouhaha de son travail. Il se sent découragé par son activité, alors qu'il travaille dans les services les moins fatigants de l'organisation. Daniel reçoit un coup de téléphone de Rodo. Il se rend compte qu'il ne faut plus qu'ils se revoient, car ils n'ont plus grand-chose à se dire. Il apprend les morts de l'oncle Paul et de tante Emma. Il perd du poids. Son travail à la MMM le ronge et mine ses autres activités. À cause du bureau, il se sent mal dès le matin et au-delà de son temps de travail. Il se demande pourquoi il écrit ses carnets. Écrire est le but et la raison lointaine de ma vie. 3 semaines plus tard, il pense qu'il ne possède pas de dons, pas de talent, pas de puissance réalisatrice, et parallèlement et étrangement a fréquemment des ambitions. Il ne s'entend pas avec ses chefs et une mauvaise ambiance règne au bureau. La semaine de travail est pourtant passée à 40 heures. Son chef de service lui fait porter sa démission à la direction, mais elle est refusée. Daniel travaillera désormais aux côtés du sous-patron. Il est envoyé faire un travail de petit employé. Il ne conçoit pas que l'on puisse faire ce travail répétitif durant une longue période. Daniel rencontre Didier qui a écrit sa thèse en droit. Il ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec les échecs de sa vie. Au baccalauréat, à l'école des sciences politiques, à la Nouvelle Revue Française et à la MMM. Il reconnaît que sa maladie est venue au plus mauvais moment de sa vie, celle où l'on cherche sa voie. Daniel fait une escapade à Dieppe, puis à Rouen. Au travail, les deux services fusionnent, si bien qu'il est de nouveau en contact avec son ancien chef. Il est consterné d'apprendre qu'il ne reste plus que 20 millions de francs dans les caisses de l'État, ce qui signifie que l'État est imprévoyant. Le comité de non-intervention et la politique de sauvegarde de la paix s'effondrent. Le 4 juillet 1937, Daniel décide de suspendre ses notes. Daniel reprend son journal le 20 juillet 1938. Il a une nouvelle fois été touché par la dépression, mais il a réussi à la vaincre grâce au travail. Entre-temps, Maurice s'est marié à Ayala. Les Ménouïnes sont venus en France et les 3 enfants Ménouïnes se sont mariés. Daniel est en vacances à Beauvallon et fait un apprentissage d'aviateur à l'Aéroclub de Cannes. Au fur et à mesure des vols, il prend de plus en plus confiance en lui et arrive mieux à effectuer les manœuvres. Il sera obligé de retourner à Paris avant d'avoir pu passer le brevet premier degré de pilote civil. Daniel fait un court passage à Paris, puis en août 1938, il se trouve dans une pension. Il a recommencé à travailler et se rend compte qu'il doit être un homme d'affaires sérieux, même si cela conduit à un appauvrissement intellectuel. Il continue ses cours de vol à l'aérostation d'Orly. En septembre, il y a des rumeurs de guerre.
Le gouvernement rappelle les Français sur la ligne Maginot. Les nouvelles provenant de la TSF laissent entrevoir un recours aux armes et un prochain basculement dans la violence. Daniel est en ce moment seul dans la demeure familiale située quai aux Fleurs, tandis que ses parents sont en croisière sur la Méditerranée. Des troubles apparaissent en Tchécoslovaquie. Il souhaite devenir pilote militaire après la mobilisation. En septembre, un semblant de paix semble apparaître avec le départ de Chamberlain pour Berchtesgaden. Finalement, la visite de Chamberlain n'a donné rien de bon. Il y a une mobilisation partielle et certains quittent Paris. Dans la nuit du 21 septembre, les parents de Daniel rentrent. En traversant Paris, il se dit que les rues et les bâtiments qui font la capitale pourraient ne plus exister. Daniel assiste à une représentation de Tristan et des parents terribles. Il se rend dans le bureau du grand patron afin de lui parler de sa prochaine démission pour la fin de l'année. Le jeune homme souhaite devenir agriculteur. Le 15 décembre 1938, il quitte la MMM. Le 16 décembre 1938, Daniel fait réparer sa voiture. Il espère retrouver la sagesse de l'ouvrier chez le paysan. Il se documente sur les cultures méditerranéennes et lit différents livres agricoles. Au sein des partis politiques se développent des divergences qui prônent soit la fermeté, soit la conciliation. Alors que devrait avoir lieu l'unité et la cohésion, certains ne voient pas l'intérêt de se battre puisque les adversaires détruiront l'Europe. Le 5 janvier 1939, Daniel arrive à Beauvallon-sur-Mer avec sa Simca. Il habite au Vieux Moulin Solitaire, dans la maison familiale. Il rencontre un couple de paysans, les Cigalou, avec qui il parle jusqu'à la nuit. C'est le grand-père de Daniel qui a fondé Beauvallon. Il se promène et regarde les paysans tailler les pieds de vigne. Il est émerveillé par la sagesse et la philosophie des locaux. Il retrouve ses amis de l'Aéroclub de Cannes et continue de voler. Il recommence son travail sur le papier. Son père et sa mère viennent au Vieux Moulin. Il revoit monsieur Henri Cigalou, qui est un vieil homme de 73 ans. Daniel lui dit qu'il veut quitter la ville et devenir paysan. Il souhaite que monsieur Cigalou le forme au métier d'agriculteur. Monsieur Cigalou lui dit que c'est un travail difficile, mais il lui donne des conseils sur la taille des amandiers. Daniel souhaite revenir à la terre et vivre de sa propre production. Il ne veut pas aller jusqu'à faire une exploitation agricole. Il n'apprécie pas le rythme urbain et recherche le rythme naturel. Il rejoint monsieur Cigalou à Cormuel afin de continuer son éducation agricole. Il surnomme monsieur Cigalou le recteur de son université campagnarde. Monsieur Cigalou prend des repas simples et refuse d'envoyer son vieux bœuf, avec lequel il laboure sa terre, à la boucherie. Ensemble, ils sulfatent les pêchers. Daniel se renseigne sur tous les types de cultures. Monsieur Cigalou, malgré son grand âge, refuse de se reposer, car s'il ne travaille pas, il s'ennuie. Il ne souhaite pas vendre ses terres car elles appartenaient à ses parents qui étaient de vrais paysans. Daniel fait différents travaux avec le vieil homme. Le père de Daniel donne à son fils des leçons d'écrivain. Court des bruits de mobilisation en Allemagne et en Italie. Barcelone est assiégée. Monsieur Cigalou, lui, ne s'intéresse qu'à ses cultures. Il raconte avoir été sauvé d'une maladie grâce à une tisane de centauré. Il parle de la mort de ses parents décédés de congestion, alors que tous deux menaient une vie très active malgré leur grand âge. Daniel passe son temps entre les leçons de littérature de son père et les leçons d'agriculture de monsieur Cigalou. La ville de Barcelone tombe. Tandis que Mussolini cherche à étendre sa puissance, le président du conseil ne veut pas céder de terre ou de droit. Daniel continue ses heures de vol. Monsieur Cigalou parle des vieux proverbes concernant la météo qui ne sont plus de mise et de son arrière-grand-père qui payait la dîme. Monsieur Cigalou achète un cochon à la foire dans le but de l'engraisser et de le tuer à Noël. Daniel a quelques difficultés durant ses heures de vol, mais il pense que cela finira par s'arranger comme à la MMM. Un grand nombre de réfugiés espagnols vont en France. La Catalogne est entre les mains des nationalistes. Daniel reçoit une lettre d'Australie de Hepzibah. Le pape Pie XI meurt en février 1939. Daniel s'aperçoit que les graines plantées par monsieur Cigalou sont en train de pousser. Il reçoit des encouragements de son père et de sa mère à propos de sa production littéraire, ce qui lui donne de l'espoir quant à son rêve de donner un écrivain au monde. Il continue son apprentissage auprès de monsieur Cigalou et auprès de son père. De différents pays du monde parviennent de mauvaises nouvelles. Monsieur Cigalou remarque que la société a changé depuis ses jeunes années, car auparavant les paysans s'entraidaient entre eux. Le 5 mars 1939, Daniel achève son premier manuscrit. Monsieur Cigalou fait ses semences en fonction de la lune. Le paysan raconte à Daniel avoir tiré le bon numéro pour faire le service militaire et son voyage à Paris afin de ramener un aliéné chez lui. Monsieur Cigalou se plaint souvent de la cherté de la vie.
En mars 1939, la Tchécoslovaquie est rayée de la carte. Les troupes allemandes font leur entrée en Bohême et en Moravie et Prague est occupée. Daniel s'améliore en vol et est capable maintenant de faire des atterrissages seul. Les arbres commencent à bourgeonner, mais le froid de la nuit provoque des gelées. Des discours des dirigeants d'Europe ont de quoi inquiéter la France. Fin mars, les arbres commencent à fleurir. Le 5 avril 1939, Albert Lebrun est de nouveau président de la République. Le 5 avril, Daniel passe une épreuve en vue d'obtenir sa licence de pilote civil du premier degré. En avril, l'Italie envahit l'Albanie. Daniel voit des camions transporter des canons anti-aériens vers la frontière italienne. Le 15 avril, Roosevelt demande aux deux dictateurs de l'Axe de renoncer aux armes et propose une redistribution pacifique des richesses et de l'économie. Daniel va bientôt quitter Beauvallon, mais a le projet d'y revenir seul 15 jours plus tard. Le 21 avril, Daniel quitte Beauvallon et les Cigaloux avec ses parents pour retourner à Paris. Le 22 avril 1939, Daniel est de nouveau chez lui quai aux Fleurs à Paris. Dans la capitale, les gens apparaissent las, inquiets, pesants. Sur le trajet, il a remarqué le changement de paysage et des paysans. Daniel se rend compte que l'on entretient l'inquiétude dans plusieurs pays du monde et qu'il y a une menace de guerre générale. Il reprend sa vie ordinaire à Paris. Le 28 avril 1939, Yehudi, sa femme Nola et M. Ménoutine viennent le voir. Ce même jour, Hitler donne sa réponse au discours de Roosevelt. Daniel craint toute possibilité de règlement par la force. Yehudi joue la partita numéro 3 de Bach pour violon seul à la salle Pleyel, devant un auditoire enthousiasmé. Daniel emmène les Ménoutine à l'hôtel, les invite à manger chez ses parents et à l'extérieur. Le 2 mai, Daniel reçoit l'autorisation de piloter les avions tourisme de tout genre. Le 4 mai, il accompagne en train M. Ménoutine jusqu'à Cherbourg où il embarquera sur le Queen Mary. M. Ménoutine laisse en Europe Yehudi et sa femme. Ces derniers passeront leur lune de miel au Vieux Moulin. Le 23 mai, Yehudi et sa femme quittent le Vieux Moulin, tandis que Daniel s'y réinstalle. Il retrouve le père Cigaloux et apprend que la grêle a détruit une partie de ce qu'il avait entrepris. Daniel continue son travail littéraire. Il y a des arbres sans fruits et certains ne portent que de minuscules fruits. L'homme des sinistres vient constater les dégâts. À partir du 30 mai, Daniel travaille avec M. Farisol à la vigne. M. Farisol est un rentier cultivateur et non un paysan comme M. Cigaloux qui ne vit que du produit de son travail. L'exploitation contient un tracteur, une moto-scie et une motopompe. Daniel a l'impression qu'il ne sera jamais un véritable homme de la terre et que l'écrivain prend le pas sur le paysan. Daniel fait différents travaux en compagnie de M. Farisol. Daniel a quelques problèmes avec l'écriture, puisqu'il ressent des problèmes pour le second chapitre de son roman. Il se met à douter de sa vocation agricole puisqu'il n'a jamais rien planté seul et à cause du matérialisme scientifique de M. Farisol. Ce dernier tente d'expliquer à Daniel les problèmes liés à l'agriculture tels que les maladies ou une mauvaise météo qui peut réduire tout le travail à néant. M. Farisol préconise à Daniel de se contenter d'une petite maison avec un potager. En juin, les légumes et les fruits sont en train d'apparaître et de se former. En juillet, ils mûrissent. Daniel continue son roman et parvient à achever la première partie, alors qu'il est malade. Fin juillet, Daniel reçoit une jeune chienne qui n'a pas encore 3 mois. Il a toujours la jaunisse, ce qui le rend faible physiquement. Le chiot est appelé Aloupka. En août, Daniel garde son teint jaune et son peu de tonicité. Son régime lui fait perdre du poids. Il ne parvient pas à beaucoup avancer dans son roman. À l'international, la situation se tend à nouveau. En septembre 1939, les troupes allemandes franchissent la frontière polonaise. Le 2 septembre a lieu la mobilisation générale en France, ce qui fait que les Français rejoignent leur régiment. Daniel écrit à un bureau de recrutement afin de s'engager dans l'armée de l'air dès qu'il sera rétabli. La France se déclare en guerre avec l'Allemagne, qui paraît vouloir d'abord régler le sort de la Pologne. Daniel est le seul de son groupe à ne pas être mobilisé. Sa jaunisse repasse en mode aigu. Il devient anémié et fortement amaigri. En écoutant les communiqués de TSF, Daniel devine que la guerre sera longue. Le jeune homme est condamné à rester à Beauvallon, tandis que la guerre commence à faire des ravages. Il remarque que sa vie au grand air l'a pourtant fait tomber malade et que ses entraînements aériens n'ont servi à rien puisqu'il ne peut pas servir l'armée. Il ne parvient plus à continuer son roman. Il écrit à ses parents. Bien que le docteur lui ait dit qu'il pourra voyager d'ici une semaine, Daniel ne pourra pas reprendre de suite une vie active. Daniel compte se soigner jusqu'au bout, conformément aux vœux de ses parents.
Le teint de Daniel commence à déjaunir. Les troupes soviétiques franchissent la frontière polonaise. Sur le front français, les attaques se renforcent continuellement. Sa jaunisse finit, mais Daniel retombe dans une dépression qui est pire que celle de 1929-1936. Son père et sa mère viennent le chercher à Beauvallon et il est ramené en Île-de-France. En cours de route, Daniel remarque des changements liés à la guerre et à la disparition d'hommes dans la force de l'âge. Un médecin lui dit qu'il ne peut pas s'engager dans l'armée, mais que ça sera peut-être le cas dans 6 mois. Daniel est maintenu réformé définitif. Le 27 novembre 1939, Daniel écrit une lettre à ceux qu'il aime et qu'il aime. Daniel va mettre fin à ses jours à cause de sa maladie qu'il a tenue à l'écart des épreuves normales, et à cause du déclenchement de la guerre à laquelle il ne peut pas participer. Son frère Maurice est tué en accomplissant son devoir à la guerre. Daniel Flegg commence ses carnets le 22 janvier 1935, 13 jours après sa tentative pour se supprimer, alors qu'il se trouve dans une sorte d'hôpital situé à Cran-sur-Dionne. Il finira d'écrire ses carnets le 18 novembre 1939. Une lettre datée du 27 novembre 1939, jointe au carnet, est une lettre que Daniel a écrite à ses proches expliquant les raisons de son acte. Daniel est un jeune homme instable. Il a des crises de dépression qui succèdent à des moments de paix relative. Ses écrits datés du 5 février 1935, il explique son état mental par les éloges excessifs et injustifiés qui lui ont fait son entourage dès son adolescence. Il pense que s'il avait travaillé avec application et conscience, il aurait obtenu une place qu'il aurait méritée. Daniel souffre moralement à plusieurs reprises. Il y a la période qu'il passe à Montsalut. Nous savons qu'il souffre la plupart du temps d'insomnie et qu'il se sent en décalage avec les autres patients et qu'il se sentait aussi en décalage avec les gens sains. Pourtant, durant cette période, il reprend du poids, ce qui est chez lui un signe de renaissance psychique et à divers projets, dont celui de rejoindre l'Angleterre afin de continuer son stage dans l'édition. Il connaît une seconde crise après s'être cassé sa jambe dans une gare, alors qu'il venait de quitter l'Angleterre et qu'il souhaitait rejoindre Paris. Alors que Daniel voulait reprendre une vie active, cette jambe cassée le maintient dans l'immobilité. La volonté de ne pas rester passif et de faire quelque chose dans la vie et de sa vie est une idée constante chez Daniel. Daniel se force à entrer dans la vie active en entrant à la MMM. Il se force également à rester dans la vie active en restant à la MMM. Les problèmes sont pourtant nombreux à la MMM. Il y a des conflits avec les supérieurs et il se rend compte à quel point le travail des petites gens, qu'il a parfois sous ses ordres, est débilitant. Le monde du travail rend mal Daniel. Un des signes est sa perte de poids. Un autre est le malaise qu'il ressent en entrant dans les bâtiments et même après le travail. Daniel ne peut respirer que lors de ses escapades hors de Paris. Cependant, Daniel avoue que le fait de s'accrocher au travail lui a permis de combattre ses périodes dépressives. Daniel vit une 3e crise en 1939. Il est alors à Beauvallon et attrape la jaunisse. La maladie ne lui laisse aucune force et le contraint à rester au calme, chose qu'il ne fait apparemment pas assez. Daniel perd son dynamisme et perd du poids de manière inquiétante. Son mauvais état de santé ne permettra pas d'intégrer l'armée, ce qui le conduira, en partie, à mettre fin à ses jours. Daniel connaît donc différentes mauvaises phases. Soit c'est la maladie physique qui le rend dépressif, soit c'est la maladie mentale qui ne le rend pas bien physiquement. Même lorsque Daniel va bien, il redoute le retour de ces phases dépressives qui au final peuvent arriver n'importe quand et être de degrés très différents. Ces phases de dépression l'empêchent de faire certaines choses que d'autres jeunes de son âge font. Nous savons qu'à cause de sa maladie, il n'a pas pu obtenir de diplôme et qu'il n'a pas pu obtenir son baccalauréat. Nous savons qu'il n'a pas réussi à finir son stage dans une maison d'édition en Angleterre. Son passage à la MMM a été difficile et Daniel a fini par donner sa démission en décembre 1938. Daniel n'a rien contre le travail puisqu'il participe à la fabrication d'une piscine en Californie et qu'il travaille aux côtés de M. Sigalou dans le sud de la France. Cependant, sa fragilité psychologique l'empêche d'adhérer au monde du travail et de le supporter. Il quitte Paris pour Beauvallon, car il remarque que le rythme de la ville ne lui convient pas et qu'il y faut suivre le rythme naturel. Il remarque lui-même que ses rechutes se sont déclarées au moment le plus mal choisi, c'est-à-dire au début de la vie d'adulte, période durant laquelle les individus tentent, échouent et réessaient de trouver leur voie. Daniel commence sa vie en retard sur les jeunes de son âge, sans l'expérience que les autres ont pu avoir. En cela, il part avec un handicap. Le jeune homme ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres. Ainsi, lorsqu'il rencontre un doctorant, il énumère les échecs de sa vie. Lorsqu'il apprend que ses amis sont mobilisés, le fait qu'il ne le soit pas lui pèse. Il ne comprend pas pourquoi les autres vont vers lui et le complimentent, alors qu'il se pense médiocre. Il a conscience ou a l'impression d'être un poids pour ses proches. Le malaise que ressent l'auteur est à mettre en parallèle avec le malaise qui se ressent en Europe et à l'international.
Une guerre se prépare, bien des signes l'avertissent de ce qu'il va suivre. Certaines opinions politiques de l'auteur ont été censurées et ses propos ont été remplacés par des pointillés. Daniel expérimente pourtant deux périodes de faste, celle avec les Ménouïnes en Californie et celle avec M. Sigalou dans le sud de la France. À Los Gatos, Daniel vit plusieurs mois avec la famille Ménouïne. Cette famille et surtout Madame Ménouïne provoquent une transformation en Daniel. En effet, le jeune homme n'est plus dépressif, il parvient à prendre du poids et devient capable de faire une activité. Cependant, Daniel part de cette famille car il sent que cette existence dorée ne peut pas durer sur le long terme. Peu de temps après, il regrette pourtant de ne s'être pas laissé plus faire auprès d'eux, par exemple en acceptant un mariage arrangé. Il est possible que les Ménouïnes ont eu une influence tellement positive sur Daniel, qu'il a réussi à supporter le monde du travail durant 2 ans malgré toutes les difficultés qu'il y a rencontrées. La seconde période de bien-être de Daniel se situe lorsqu'il se trouve dans le sud de la France. Plus précisément, il va à Beauvallon, endroit dans lequel ses parents possèdent une résidence secondaire, à Cormuel auprès de M. Sigalou et à Cannes où il prend des leçons d'aviation. La campagne a un effet bénéfique sur Daniel, car elle l'aide à se recentrer sur lui-même et à suivre un rythme en accord avec la nature. La maison familiale a également un effet positif sur Daniel, qui semble très attaché à tout ce qui a trait à ses parents et à son frère. À Beauvallon, il écrit souvent dans le cabinet de travail de son père. Daniel possède 2 grands rêves, celui de devenir écrivain et celui de devenir un paysan. Il utilise parfois le terme de paysan-écrivain, mêlant ainsi ces 2 aspirations. Daniel souhaite devenir un écrivain. Il écrit vouloir faire son œuvre et donner un écrivain au monde. Il a le souhait d'écrire une histoire à mon salut, mais il n'écrira finalement rien dans ce lieu ne voulant pas de la médiocrité. Il écrira un article lorsqu'il sera en Californie avec les Ménouïnes, mais cet article plaira peu à ses parents. Sa période de travail à la MMM lui laisse peu de temps pour l'écriture. Lui-même constatera que le monde du travail conduit à l'appauvrissement intellectuel. Il se mettra à écrire sérieusement lorsqu'il sera à Beauvallon en 1939. Dans le sud de la France, Daniel bénéficiera des cours et des conseils de son père concernant l'écriture et la littérature. Daniel parviendra à achever un premier manuscrit et la première partie d'un roman. Cependant, la jaunisse mettra fin à cet élan, puisque la maladie l'empêchera de progresser dans son travail d'écriture. Même si l'écriture passe par la création d'ouvrages, elle passe également par la réalisation du journal. Daniel le tient assez régulièrement, hormis les périodes de vide durant lesquelles il a préféré ne pas écrire. Les buts des carnets varient au cours du temps. Le 22 janvier 1935, il écrit qu'il espère faire du journal un ami, un mien confident, sceptique, un cynique désabusé, témoin silencieux de mon effort pour vivre, réconfortant au tournant dangereux, dont cette nuit du 28 janvier inaugure un nouveau cycle. Le 5 février 1935, il écrit qu'il tient un cahier pour me persuader par la suite, preuve en main, jusqu'à quels abîmes la vanité et le désœuvrement peuvent faire sombrer un pauvre type quelconque, médiocre et prétentieux. Le 10 juin 1936, il écrit afin de transcrire le mouvement de ses pensées au lieu de les perdre en parlant. Le 7 mars 1937, il écrit « Je me demande pourquoi je persiste à ces notes hebdomadaires. Je sais qu'elles n'ont d'intérêt pour personne, pas même pour moi, quand je perds du temps à en relire des passages. Je sens peut-être que cet exercice, cette détente, répondent à un besoin profond d'expansion, au désir immanent, à la volonté souveraine de ne pas perdre le contact avec ce qui demeure l'espoir, le but et la raison lointaine de ma vie. Écrire. » Le second rêve de Daniel est de devenir un paysan. Il souhaite produire les aliments qui serviront à sa propre consommation et non avoir une grande exploitation. Dans le sud de la France, Daniel fait la connaissance de M. Sigalou, un vieux paysan, lui-même fils de paysan. À la demande de Daniel, M. Sigalou lui expliquera son travail, lui montrera comment il procède et le fera travailler avec lui. M. Sigalou est un paysan qui travaille à l'ancienne. Il utilise un bœuf afin de labourer la terre, il mentionne des dictons concernant la météo, il règle certaines de ses actions sur la Lune. Daniel fera un très beau portrait de ce vieil homme, mettant en avant sa sagesse et sa philosophie. M. Sigalou est à l'opposé de M. Farizol, avec qui Daniel travaillera pourtant un moment. M. Farizol est un exploitant, c'est-à-dire qu'il ne cultive pas uniquement pour se nourrir lui-même, mais qu'il compte en tirer du profit. M. Farizol possède également certaines nouveautés, telles que le tracteur, la moto-scie et la motopompe. Daniel se rend compte que grâce à ces engins, le travail s'effectue plus vite que le travail à la main de M. Sigalou. On peut se demander si ce n'est pas la rencontre de Daniel avec M. Farizol qui a tué son rêve de devenir paysan. Son autre rêve, celui de devenir écrivain, est plus ou moins tué par la jaunisse qui le rend incapable d'un véritable travail intellectuel durant plusieurs mois. Daniel possède également une troisième aspiration. Il est patriotique, il aime la France comme il le démontre à plusieurs reprises.
Il souhaite défendre son pays, mais son état l'en empêche. C'est cette cause associée à sa maladie qui l'a empêché de vivre sa vie normalement qui le conduise à mettre fin à ses jours. On apprend des secrets suffocants. Et pourtant, l'existence quotidienne, ces dernières années surtout, ne se fait pas faute de nous secouer. Il est des êtres, je viens d'en découvrir un parmi mes amis, beaux, jeunes, sains qui tout à coup ne sont plus sains. Alors, comme ils sont riches et comblés, ils consultent médecin sur médecin, et la science s'avère impuissante. L'affectueux désarroi des proches suggère l'expérience de charlatans, l'essai de remède de bonnes femmes. Le mal demeure incurable. Peu à peu, la déchéance commence. La plante altière perd de son éclat. La volonté de ne pas laisser paraître se transforme en un fol artifice. La douleur poursuit son travail sourd, insensible au repos, incapable tant d'amélioration que d'aggravation. Il est connu qu'une simple goutte d'eau, tombant, à intervalles réguliers, sur le front d'un homme, finit par le ronger et l'anéantir. Ce que la nature prépare, le désespoir l'achève.